À l'occasion de la sortie de son dernier essai Mondialiser la gauche, nous recevons Gérard Fuchs. Gérard Fuchs, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux internautes ? Bien sûr. Bon, je suis aujourd'hui, je dirais, un retraité actif, mais un retraité avec un passé relativement chargé. J'ai été militant associatif, militant syndical, militant politique. J'ai exercé des mandats électifs divers, depuis conseiller municipal d'une petite commune jusqu'à député et député européen. J'ai été professionnellement essentiellement chargé de domaines de recherche dans le domaine de l'économie. Et j'ai beaucoup voyagé. Et je dirais qu'au terme de lecture, de voyage, de contacts humains et d'expériences personnelles, je suis arrivé à la conclusion que ce qui manque le plus dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais c'est plus criant que ça ne l'a jamais été, c'est un minimum de justice sociale et de justice tout court, d'égalité des chances. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans l'écriture de ce livre. Dans cet ouvrage, vous appelez à ne pas subir la mondialisation qui est selon vous irréversible. Dès lors, il ne s'agit pas d'accepter ou de refuser la mondialisation telle qu'elle se présente, mais plutôt d'en infléchir le cours en introduisant des règles mondiales. Aussi, vous proposez une alternative pragmatique à la mondialisation actuelle en prenant en considération l'ensemble des forces qui pèsent sur les institutions internationales. Mondialiser la gauche est une invitation à réfléchir à notre façon d'envisager la politique internationale contemporaine. J'aimerais tout d'abord revenir sur le point de départ du livre. Vous dites que ce qui vous a décidé à écrire ce livre, c'est en partie la déroute du Parti socialiste aux dernières élections présidentielles. À quoi attribuez-vous la déroute du Parti socialiste ? Je crois que la réponse la plus simple et la plus évidente, c'est que nous nous sommes progressivement coupés de notre base sociale, c'est-à-dire le monde ouvrier, bien évidemment, mais aussi le monde des employés qui travaillent aujourd'hui dans le domaine du tertiaire dans des conditions aussi difficiles que celles du monde ouvrier d'il y a quelques dizaines d'années. Nous nous sommes coupés de nos racines parce que nous n'avons ni expliqué la situation, ni proposé des alternatives crédibles. Juste rapidement, une expérience vécue. Quand je me suis retrouvé élu en Normandie, ma circonscription avait une entreprise textile qui était en train de licencier 400 salariés. Et ces 400 salariés, la responsable du comité d'entreprise était venue me voir et m'avait posé la question: combien pensez-vous qu'on pourra en recaser? Il y avait une cellule de conversion que j'avais contribué à obtenir. Et j'ai dit quelques dizaines, elle est partie en claquant la porte. Et je crois que cela résume en quelques lignes à quel moment est née cette coupure et pourquoi. Juste une demi-phrase supplémentaire, ça ne concernait pas que le monde ouvrier, mais ces travailleuses, elles habitaient dans des petits villages ruraux autour de l'entreprise, et leur départ, parce qu'elles ne pouvaient plus éventuellement payer, faute de salaire, la petite maison qu'elles étaient en train d'acheter, signifiait probablement la fermeture de l'école, la fermeture de transport public, et pour le monde rural également, c'était une catastrophe, et on a sous-estimé, je crois, largement son ampleur au début. Le tournant de la rigueur, 1983 ? On peut dire que les choses ont commencé là. Je voudrais insister sur un fait. En 1981, quand la gauche a gagné pour la première fois depuis 25 ans, et je n'oublierai jamais, contrairement à d'autres, j'ai entendu des phrases bien étranges, y compris du président de la République actuelle, sur sa vision de la soirée de la Bastille. Pour moi, ça reste l'un de mes plus beaux souvenirs militants. J'avais l'impression que ce qu'on appelait le peuple de gauche, et j'ai toujours bien aimé l'expression, retrouvait enfin sa dignité et son sentiment d'existence. Bon, on a été confronté tout de suite en 80 à des situations très difficiles. C'était encore l'époque du franc. On a été obligé de consentir à des dévaluations qui ont accru notre commerce extérieur, et la politique de relance s'est terminée dans une impasse. Une relance au niveau français seulement, c'était trop tard. On était déjà dans la mondialisation libérale. Donc, à partir de là, est intervenu ce que certains ont appelé la parenthèse de la rigueur, d'autres plus réalistes, le tournant de la rigueur, mais je crois que nous n'avons pas expliqué aux Français pourquoi l'Europe pouvait être protectrice grâce à la monnaie unique. Aujourd'hui encore, la France a 60 milliards de déficit extérieur en euros,
Mais heureusement, c'est en euros. Si on a une politique un peu plus dynamique, ça conduit à moins de tragédies qu'en 1983. Donc je crois qu'on a raté une possibilité d'explication à cette époque qui est peut-être à la racine de l'incompréhension qui s'est établie et du sentiment d'impuissance qui nous était attribué, non sans quelque part de raison. Le Parti socialiste ne doit-il pas remettre au centre de sa réflexion la question démocratique pour reconquérir sa base électorale ? Est-ce que les citoyens ne sont pas las d'une politique internationale désincarnée où des experts dans des institutions lointaines prennent des décisions qui engagent leur vie quotidienne ? Je crois que pour retrouver le contact avec ce que j'appellerais notre base naturelle pour aller vite, la première chose est d'avoir de nouveau des propositions crédibles. Et pour avoir des propositions crédibles, il faut présenter une analyse crédible de ce qu'est aujourd'hui la mondialisation libérale. Alors le constat, il est facile, l'accroissement des inégalités, le fait qu'aujourd'hui 1% des citoyens de la planète détiennent 50% de ses richesses. Des personnages comme Thomas Piketty ont largement lancé les données sur ce sujet et elles sont aujourd'hui, je crois, partagées par toute la gauche. La question est de définir par contre une politique en réponse à cela. Et le constat d'aujourd'hui, c'est qu'une partie de la gauche a effectivement baissé les bras. La pression de la mondialisation libérale est trop forte. Il faut essayer d'utiliser les marges de manœuvre qu'on a, et à minima forcément. Et une autre partie, malheureusement, se rapprochant de certaines thèses de l'extrême droite, propose de sortir la France de la mondialisation libérale, et même de l'Europe, et même de l'euro. Alors que pour moi, dans notre analyse qu'on peut tout à fait partager, l'euro est aujourd'hui une protection puisqu'il nous permet d'avoir un déficit national de notre commerce extérieur sans dévaluation comme on l'a connu dans les années 80. Donc je crois qu'il faut être capable de montrer d'abord que le retour aux frontières dans l'Hexagone est une absurdité. Je prendrai simplement un exemple. Toutes les voitures qu'on appelle aujourd'hui françaises, en réalité, sauf le haut de gamme, sont fabriqués dans des pays qui vont de la Roumanie à la Slovaquie, la Slovénie, le sud de l'Espagne. C'est-à-dire que si on met de droits de douane aux frontières, comme le propose le Front National, les premières victimes seront les usagers des voitures petites et moyennes en France. Ceux qui achètent des voitures riches, de toute façon, ils pourront toujours acheter des Toyota ou des Renault haut de gamme. C'est les seuls modèles qui sont encore aujourd'hui installés, leur production en France. Donc, je crois que la seule issue possible, en réalité, c'est de peser sur la mondialisation telle qu'elle existe, de la réguler, d'introduire des régulations, comme vous le rappelez, c'est le thème essentiel de mon livre et de ses propositions, mais je crois qu'on y reviendra dans une deuxième partie d'interview. Et je crois qu'à partir du moment où on aura de nouveau des propositions et des propositions crédibles, même si on indique qu'il faudra un certain nombre d'années pour retrouver des marges de manœuvre, on pourra déjà inverser ce qui est en cours d'être fait. Ça ne rime à rien sur un plan de justice sociale et ça ne rime à rien sur le plan économique, j'en témoigne en tant que professionnel, de diminuer l'impôt de solidarité sur la fortune ou de diminuer l'argent consacré aux services publics. Au contraire, ça accroît les inégalités. Donc on peut déjà avoir une meilleure politique défensive contre ce qui est pratiqué aujourd'hui et il nous faut effectivement apprendre à réguler la mondialisation libérale. Quittons les errances du Parti socialiste et abordons le premier chapitre de votre livre que vous consacrez à l'histoire de la mondialisation. Vous retracez brièvement l'histoire des mondialisations, de la libre circulation sur la Terre des premiers homos à la naissance des civilisations. Les mondialisations qu'a connues l'humanité reposent selon vos mots sur un mélange d'explications démographiques et climatiques et également sur des maîtrises technologiques et scientifiques. La mondialisation libérale dans laquelle nous sommes entrés repose sur les mêmes ressorts, vous dites. En lisant votre histoire de la mondialisation libérale, on peut avoir le sentiment que la libéralisation de l'économie est sans accroc, sans marche forcée, en somme une histoire pacifique. D'où ma première question. L'homme a-t-il un penchant naturel pour la rationalité économique ou est-ce que des événements historiques sous-tendus par les intérêts d'une minorité l'y ont contraint ? Bon, je n'ai évidemment pas le temps de remonter à la préhistoire de l'humanité, mais je crois qu'il y a deux phénomènes que l'on retrouve tragiquement dans l'actualité actuelle et qui laissent à réfléchir, qui ont conduit les premiers humains, Homo sapiens, partis d'une région érythréenne ou éthiopienne d'aujourd'hui, à migrer sur la planète. C'est des notions des apparitions de surpopulation et c'est des changements climatiques. Et malheureusement, dans ce que nous constatons aujourd'hui
dans les grandes migrations venues d'Afrique. Alors, il y a des migrations dues à la guerre au Moyen-Orient à l'heure actuelle, mais les grandes migrations venues d'Afrique, c'est aussi lié à des phénomènes de réchauffement climatique, de désertification, d'incapacité de populations numériquement croissantes à se nourrir dans des conditions acceptables. Et je crois que cette histoire-là, malheureusement, est aussi vieille que l'humanité elle-même, et qu'au lieu de la regarder comme une menace, il faut la regarder avec la volonté d'apporter des réponses. Sinon, on va vers des catastrophes, y compris un jour un cinglé quelconque qui, pour se protéger, déclencherait une guerre de refoulement avec tous les moyens chimiques ou nucléaires que l'on possède aujourd'hui. Donc, l'histoire de l'humanité, elle a été fondée à la fois sur ces migrations et sur un progrès technique, et je crois que c'est surtout le progrès technique qui aujourd'hui est à l'origine de ce qu'on a appelé le mouvement de libéralisation. Bon, à partir du moment où on a fait des bateaux capables de faire le tour de l'Afrique puis le tour du monde, bon, ça permettait de vendre des produits fabriqués en Europe à des continents qui ne les connaissaient pas. Ça permettait de ramener de ces continents des matières premières que l'Europe ne connaissait pas. Et ça a conduit, ne l'oublions pas quand même, à des phénomènes de création d'empires et de colonisation dont on est tout juste sorti. Et on n'est pas encore sorti de toutes les séquelles que ça a entraîné. Donc il y a eu une domination matérielle, disons, des Européens, puis de l'Europe, l'ensemble Europe-États-Unis, ensemble Europe-États-Unis, Russie, qui elle-même a créé son propre empire, qui s'est appelé l'Union soviétique, bon, qui a été fondé essentiellement sur des bases technologiques. Et encore une fois, sauf catastrophe conduisant à la disparition de l'humanité, je ne crois pas à la réversibilité des inventions techniques. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand je lis « il faut démondialiser la finance », je dis très bien, ce sera un objectif, s'il était réalisable, que je défendrais avec pugnacité, mais comme je ne vois pas comment on va se passer d'Internet, sauf à utiliser des méthodes chinoises de contrôle social qui, je crois, ne sont pas dans l'esprit ni des Européens ni des démocrates en général, bon, il faut accepter cette irréversibilité technique qui entraîne une irréversibilité géographique au sens commercial. Très bien, donc une histoire pacifique ou une histoire violente régie par des rapports de domination ? L'économie théorique aime bien considérer des acteurs qui sont tous à peu près égaux, qui n'ont pas plus de poids les uns que les autres. Et là, on est dans l'angélisme, on n'est même pas dans la théorie économique à mes yeux. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde est de moins en moins gouverné par les présidents, les premiers ministres des 198 pays, je ne sais plus, à une ou deux unités près où on en est aux Nations Unies, mais gouverné par quelques centaines de firmes multinationales qui ne respectent aucune des règles établies, qui ne payent aucun impôt nulle part et qui se vantent, mais on y reviendra dans les propositions, de bien traiter leurs salariés, ce qui est vrai pour les salariés officiels, mais pas pour les sous-traitants, évidemment. Donc on vit dans un univers où il y a des forts et des faibles, et les partages des revenus et le partage des richesses est la conséquence de ces rapports de force. Et à cet égard, Marx avait une analyse exclusivement nationale du capitalisme. Ça avait été un peu compliqué par l'introduction de la notion d'impérialisme. On est aujourd'hui pleinement dans ce schéma, et il est à la racine, y compris le libre-échange comme moyen, est à la racine de la croissance des inégalités de revenus et de richesses actuelles. Très bien. Et dans la foulée, vous introduisez la notion d'économie politique. En ce sens, l'économie serait une science sociale. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette notion d'économie politique ? Écoutez, de la façon la plus simple, tout au moins je vais m'y efforcer. Je suis peut-être prétentieux, j'ai enseigné l'économie à quelques périodes de ma vie, mais vraiment au plus simple. Bon, une partie des économistes s'intéresse à l'efficacité. Et encore une fois, si l'on peut produire la même quantité de biens utiles avec moins de sueur humaine et moins d'atteinte à l'environnement, je suis évidemment partisan de l'efficacité. Mais beaucoup trop d'économistes, à mes yeux, ont tendance à ignorer la question suivante. Au-delà de l'efficacité, à quel partage des revenus et à quel partage des richesses conduit un certain modèle de développement économique. Parce que l'efficacité, je résume avec l'exemple effectivement le plus simple, vous prenez un gâteau, vous le coupez en deux morceaux, un petit morceau, un grand morceau, eh bien c'est une découpe efficace parce que on ne peut pas satisfaire plus l'un des deux mangeurs de gâteau sans désatisfaire l'autre.
Bon, et l'économie globale, c'est exactement ça. C'est-à-dire en termes de partage des richesses, tout le monde sait, grâce à des personnages comme Thomas Piketty aujourd'hui, que 1% de l'humanité possède 50% des richesses de la planète. Bon, ce qui est une situation évidemment absolument inacceptable, en tout cas pour des démocrates, je dirais pour des humanistes, et plus précisément pour des socialistes ou des hommes et des femmes de gauche. C'est absolument inacceptable. Donc ça veut dire que les règles économiques ne suffisent pas à arriver à une situation sociale acceptable. Et que par conséquent, il faut des règles politiques. Et là s'introduit la notion d'économie politique. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour faire fonctionner un monopole? Est-ce qu'il doit être privatisé? Auquel cas, comme c'est un monopole, il fera ses profits sur le dos des consommateurs. Donc, il peut être utile dans certains cas d'avoir des entreprises publiques. Est-ce que dans certains autres domaines, une entreprise publique est vraiment nécessaire, les technologies ayant changé? Bon, si une ville, un chef-lieu de région veut subventionner une entreprise privée pour créer une relation aérienne, pourquoi pas si ça contribue au développement économique? Je crois qu'il ne faut pas une vision idéologique. Mais par contre, il faut une vision politique avec toujours en tête quelle est la distribution des revenus, quelle est la distribution des richesses et par conséquent, est-ce qu'il subsiste une raisonnable égalité des chances entre humains à la naissance ou non? C'est la question pour moi prioritaire de tout engagement. Donc selon vous, les modalités d'organisation de l'économie doivent être rendues à la délibération démocratique. Est-ce le cas ou a-t-on au contraire assisté durant ces dernières décennies à un processus de déréglementation généralisée? Bon, il est évident que si l'on prend le monde d'il y a 30 ans et le monde d'aujourd'hui, le principal changement introduit, c'est la dérégulation, c'est la disparition des contrôles aux frontières, encore que quand on regarde de près, ça a été remplacé parfois par des grandes entreprises, par des pratiques d'une autre nature. Les droits de douane ont pratiquement disparu. Bon, donc ce mouvement de dérégulation est d'ailleurs l'une des causes premières des situations économiques et surtout sociales que nous décrivions tout à l'heure. Bon, en soi, aller fabriquer des objets simples dans des pays où les salaires sont bas n'est pas une absurdité en termes d'économie globale, à condition de faire en sorte qu'il y ait des transitions organisées. C'est-à-dire que les salariés les moins qualifiés des pays du Nord, je caricature, si il est considéré que c'est plus utile de faire ce qu'ils font dans une entreprise à bas salaire du Sud, à condition qu'ils soient formés à temps, de façon à ce qu'ils retrouvent un emploi plus qualifié, donc on peut espérer également avec un niveau salarial plus élevé. On peut imaginer des transitions dont tout le monde soit le bénéficiaire. Mais la dérégulation pure et simple, ça conduit à ce qui est mon image, malheureusement non caricaturale du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire du chômage au Nord et le retour à des conditions de travail du XVIIIe au XIXe siècle au Sud. Ce sera politiquement pertinente peut-être... La théorie politique postmoderne de dépassement des États-nations est-elle audible de la part des perdants de la mondialisation? Il est évident que plus les décisions sont prises loin des gens et plus il y a une méfiance qui est naturelle, compréhensible et je dirais même justifiée. C'est-à-dire il y a le sentiment d'une dépossession de la démocratie telle qu'on avait l'habitude de le vivre. Mais la question ne peut pas être posée uniquement comme ça. La préoccupation, je la reçois bien. Mais je prendrai l'exemple du climat qui, je crois, la réponse est aujourd'hui admise par tout le monde. Le climat est un problème mondial qui doit être réglé dans un certain nombre de ses modalités. La lutte contre le réchauffement climatique doit être réglée également au niveau mondial. Bon, il y a eu un magnifique accord à Paris lors de la COP21 en 2015 et qui s'est terminé par... la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui, où les États-Unis, changeant de président avec Trump, dire mais non, nous on n'est plus concernés, etc. Bon, tant qu'il n'y aura pas des institutions mondiales reconnues par tous les pays, capables de traiter d'un certain nombre de problèmes, j'en évoque juste 3, on les retrouvera en discussion avec d'autres dans les propositions, c'est-à-dire la question du réchauffement climatique, comment limiter les émissions de gaz à effet de serre, la question du financement des grands projets mondiaux, et du développement, comment faire en sorte que les entreprises multinationales payent des impôts quelque part, et la question d'un seuil minimal de droits sociaux. J'entends par là, par exemple, en tout cas, la reconnaissance du droit à l'existence de création de syndicats. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais il est des niveaux aujourd'hui où la décision doit être mondiale.
le fédéralisme dit, mais attention, effectivement, il y a danger de concentration, et veillons à ce que les décisions soient prises toujours le plus près des citoyens pour être en même temps efficaces. Bon, ça peut être le niveau mondial, ça peut être le niveau d'un maire de commune concernant des problèmes liés à son école maternelle. Vous consacrez un chapitre à évacuer le scénario du repli national qui vous apparaît absurde. Selon vous, l'échelon national ne peut plus être le périmètre de l'action politique. En début d'entretien, vous avez évoqué le fait qu'une partie de la gauche radicale souscrive à cette thèse du repli national, se rapprochant ainsi des thèses de l'extrême droite. Comment expliquez-vous cette position d'une partie de la gauche radicale à l'égard de la mondialisation libérale ? Et enfin, est-ce que souverainisme rime avec nationalisme, selon vous ? Alors, je vais commencer par la fin, parce que c'est une question, à mes yeux, extrêmement importante. Je crois que les deux mots doivent être absolument distingués. Et j'ai trouvé un jour dans mes lectures, je n'ai jamais réussi malheureusement à identifier l'auteur de cette phrase, mais que j'aime beaucoup et que je popularise toujours au maximum, qui dit le patriotisme c'est l'amour des siens et le nationalisme c'est la haine des autres. Et je trouve que cette phrase reflète magnifiquement et véridiquement les tragédies que nous avons connues où au nom du nationalisme se sont déclenchées des guerres, voire des éliminations de populations, dans des conditions évidemment absolument historiquement inadmissibles. Donc je crois que la frontière entre je me sens français, j'ai toutes les raisons de me faire même de me sentir français, puisque je fais partie d'une génération qui a encore fait son service national. Je ne me rappellerai pas dans quelles conditions. Bon. Par conséquent, je me sens français par la langue, par la culture, par l'histoire, et je suis fier d'être français. Et en même temps, j'ai aussi aujourd'hui une petite maison dans une région de France que j'aime bien, et ça ne me gêne pas de me dire quelque part appartenant de cette région-là. Et puis aussi, je me sens parfaitement citoyen du monde quand on en vient à l'évocation des trois exemples que je donnais tout à l'heure, le réchauffement climatique, un minimum fiscal pour les multinationales et des droits minimaux au plus haut niveau possible, bien sûr, pour les salariés de la planète. Bon, donc on peut avoir plusieurs appartenances. C'est un point, j'emploie rarement le mot philosophie, mais pour une fois je vais l'employer. Je crois qu'on peut avoir plusieurs appartenances. On a le droit de se sentir alsacien de racine, c'est mon cas, de se sentir pleinement français, de se sentir européen et de se sentir quelque part citoyen du monde. Et c'est bien sur cette base-là qu'il nous faut travailler à faire disparaître les craintes qui m'étonnent un peu sur une toute petite fraction de l'extrême gauche. Je ne vise pas un mouvement dans son entier, je suis clair, mais j'entends parfois certains discours qui me font un peu sauter au plafond, et surtout contre l'extrême droite, dont il faut quand même reconnaître à gauche aujourd'hui qu'une partie de la base est venue des déçus de la gauche, des déçus du socialisme, et est née de justement l'incapacité dont nous avons fait preuve depuis les années 83 à améliorer leurs revenus, leurs droits sociaux, etc. Concernant la proximité qu'on leur prête avec l'extrême droite, cette partie de la gauche parle de convergence de raisons opposées, c'est-à-dire une convergence quant aux moyens, mais aucunement quant aux finalités. Je crois que toute personne se réclamant de la gauche, et je fais aujourd'hui ce crédit à toute personne qui se réclame de la gauche, a comme premier souci un souci de justice sociale, d'égalité des chances, de capacité personnelle permise à chacun, quelles que soient ses conditions de vie à un moment donné. Et je crois qu'à partir du moment où nous partageons ces bases qui sont à la fois historiques et qui sont souvent ancrées dans les traditions et les vies personnelles des militants ou des simples sympathisants qui se réclament de ce bobo qu'est la gauche, je crois que le dialogue est possible. Je crois qu'il est absolument indispensable. Et je crois que si l'on veut changer le monde et pour commencer à avoir un autre gouvernement en France, il faut, en partant des trois points que j'évoquais à l'instant, dire quelles sont les conditions à créer. Moi, je veux bien signer tous les textes qu'on veut pour dire que l'Europe libérale actuelle n'est pas bonne, que la mondialisation libérale actuelle conduit à des catastrophes. Bon, le problème, si on estime que des problèmes doivent être réglés pour trouver des solutions à des niveaux supérieurs au niveau de la nation, du pays, quel genre de structure invente-t-on? Et si les structures actuelles sont insatisfaisantes, ce qui est évidemment le cas, quelles propositions a-t-on pour les améliorer? Mais refuser d'aller à des niveaux supérieurs, je ne vois pas comment on peut avoir en son cœur des valeurs de gauche
et ne pas admettre que pour la mise en œuvre de certaines d'entre elles, ce n'est plus au niveau national que la réalisation peut être obtenue. Frédéric Lordon explique que pour qu'une institution politique soit légitime, pour que ses décisions aient force exécutoire, cette institution doit être adossée à un corps politique constitué. Est-ce que l'Europe constitue, à l'heure actuelle, un corps politique ? Existe-t-il, en d'autres termes, une identité européenne ? La réponse est malheureusement, y compris de ma part, plutôt négative. C'est-à-dire il s'est construit une Europe de marché. Bon, c'est vrai que les marchandises circulent aujourd'hui et les produits financiers librement à l'intérieur des frontières européennes. Mais comme elles circulent également dans pratiquement les mêmes conditions avec le reste du monde, ça ne suffit pas évidemment à créer même un élément d'identité européenne. Bon, il y a des programmes qui ont été réalisés du genre Erasmus. Bon, c'est magnifique, je pense, pour un étudiant aujourd'hui de pouvoir faire quelques années d'études dans un autre pays de l'Union européenne. Ça enrichit sa vision du monde et ses capacités de trouver du boulot ensuite. Mais je ne dirais pas qu'il y a aujourd'hui une démocratie européenne, en tout cas pas une démocratie européenne satisfaisante. Et je crois que c'est certainement l'une des causes de l'insatisfaction actuelle. Et c'est lié au mode de décision de l'Europe. Parce qu'il n'y a pas non plus un mode de décision qui est démocratique. Je veux dire, il suffit d'un droit de veto d'un pays qui bloque sur quelque chose pour qu'une décision soit stoppée. Or, c'est beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur la libre circulation des produits, voire sur la libre circulation des personnes, comme c'est le cas aujourd'hui au sein du sous-espace européen qui est l'espace Schengen, que sur des harmonisations sociales. Bon. Et cette question qui progresse, mais qui n'a pas fini d'avoir à progresser, d'harmonisation des droits des salariés dans les entreprises, et vers le haut, bien évidemment, quand on est de gauche, c'est-à-dire il n'y a toujours pas en France aujourd'hui de représentants des salariés dans un conseil d'administration. Quand on dit ça à des Allemands, ils sursautent, même quand ils sont de droite. Effectivement, la démocratie n'a pas encore franchi la porte des entreprises. Mais la théorie politique postmoderne de dépassement des États-nations est-elle audible de la part des perdants de la mondialisation ? Est-ce qu'on n'est pas dans le constructivisme ? Par ailleurs, est-ce qu'il n'est pas temps de reconstruire une Europe sociale, une Europe de la culture, une Europe de la connaissance ? En bref, une autre Europe que celle qu'on connaît actuellement. Avoir une opportunité extraordinaire, j'espère qu'elle ne sera pas gâchée, et qui nous sera fournie par les élections européennes de 2019. Bon, je constate que le président de la République française, aujourd'hui, essaye déjà d'organiser un groupe européen qui reflète un peu sa vision du monde et son propre parti politique. J'ai été heureux de constater au dernier congrès du Parti socialiste, il y a une dizaine de jours, le souci de faire revivre un Parti socialiste européen qui s'était un peu enlisé lui aussi au cours des dernières années. Et je pense que ce serait pour les différentes organisations qui se réclament aujourd'hui de la gauche française, si on pouvait se mettre d'accord sur 5 ou 6 propositions dans le domaine social, dans le domaine salarial, dans le domaine des droits des salariés, dans le domaine de règles minimales en faveur de l'environnement pour les échanges commerciaux, etc. Si on pouvait avoir une base commune, je ne parle même pas de liste commune, c'est peut-être malheureusement trop utopiste encore aujourd'hui, mais si on pouvait avoir 5 points communs dans tous nos programmes, et si on pouvait aller voir nos partenaires européens. Aujourd'hui, je constate que le Parti socialiste espagnol est en train de revenir sur un engagement peut-être un peu trop unilatéral, comme a été le nôtre en faveur d'une Europe purement libérale et pas assez sociale et pas assez régulée. Je constate que les nouveaux partis de gauche espagnols s'intéressent au Parlement européen. Je constate que nos amis grecs, dans leurs composantes, qui voulaient une politique de gauche pour leur pays et qui étaient prêtes à tout faire, y compris à quitter l'Europe pour y arriver, finalement n'ont pas quitté l'Europe parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était une impasse. Je constate qu'au Royaume-Uni, malheureusement, ils sont sortis, mais ils existent encore comme force socialiste en Europe, pratiquent plutôt un virage à gauche. L'Allemagne a été un peu décevante avec la grande coalition reconduite il y a quelques mois, mais l'Italie est un peu difficile à lire. Mais je crois qu'on peut trouver de quoi constituer au niveau du Parlement européen de demain un groupe qui soit porteur de quelque chose qui aille au-delà des propositions du libéralisme et qui puisse
progressivement devenir ce corps politique auquel vous faites référence et dont je souhaite évidemment la naissance. Aujourd'hui, il existe à droite, à travers ce que j'appellerais le corps des multinationales, ou tout au moins de leurs dirigeants. Je ne vois malheureusement pas de contrepoids à gauche, et en créer un au niveau européen, au niveau mondial, fait partie de mes préoccupations prioritaires. Dans la suite du livre, vous parlez de la réussite de la COP21, que vous relativisez d'emblée en soulignant que celle-ci repose sur une addition d'engagements unilatéraux non contraignants, c'est-à-dire dépourvus de sanctions en cas de non-tenue des engagements. Est-ce que le constat de la difficulté à mettre en place des normes internationales contraignantes au niveau environnemental pour des États ayant des contextes économiques et politiques hétérogènes ne nous renseigne pas sur la difficulté de mettre en place une gouvernance mondiale ? Je pense qu'il y a une première tentative de gouvernance mondiale après la Première Guerre mondiale. Une deuxième tentative, c'est l'Organisation des Nations Unies que nous connaissons aujourd'hui, avec malheureusement ses faiblesses, même si je tiens à saluer son actuel secrétaire général qui est un vieil ami. Les difficultés que l'on rencontre montrent à quel point c'est difficile. Mais en même temps, de l'autre côté, ce qui me rend optimiste, c'est que la nécessité, au sens y compris de la survie de l'espèce humaine, je crois, commence à être de plus en plus largement reconnue. Il y a de moins en moins de personnes qui disent, sauf peut-être malheureusement le président des États-Unis, que le risque du réchauffement climatique n'existe pas ou est à beaucoup plus long terme que certains l'affirment. Bon, et je pense que devant la nécessité et la tragédie que pourrait enregistrer ou créer l'absence de réponse à cette nécessité, je pense qu'on peut espérer, en tout cas on doit se battre pour une accélération de l'histoire. Et je pense que sinon la tragédie, elle est aussi un des scénarios possibles. Je veux dire, le jour où le continent le plus peuplé, qui est le continent africain, accélérera le nombre de ces émigrés pour des raisons à la fois de sécheresse, des raisons de manque d'eau, des raisons de guerre résultant localement de ces sécheresses, et essaiera de se déverser pas seulement sur les États-Unis, mais aussi sur l'Asie et sur l'Amérique à ce moment-là. Bon, tout ça risque de se terminer par une guerre nucléaire et par cette histoire qui me fait sourire, mais qui me fait de moins en moins sourire, des deux singes un peu archaïques qui voient les deux derniers avions s'autodétruire, et l'un des deux disant à l'autre, je ne vais pas faire de distinction de genre, et voilà, tout est à recommencer. Je crois qu'il serait préférable d'éviter ce scénario, et je crois qu'on est encore en situation d'éviter. Mais ça suppose une sacrée mobilisation qui se met en place à une vitesse, à mes yeux, insuffisante. L'instauration d'une gouvernance mondiale de gauche, qui nécessite tout de même une convergence des subjectivités de gauche, et comme nous venons de le voir, dans des contextes économiques et sociaux très disparates, il est difficile de trouver cette convergence. Comment assurer une transition acceptable pour les plus fragiles ? Je crois que la transition pour les plus fragiles sera d'autant plus acceptable que les buts seront clairement énoncés et que le principal de ces buts sera justement que le nombre des plus défavorisés diminue. Alors, je ne connais pas de recette magique, je n'ai pas de baguette et personne ne peut imaginer que ça se passe en quelques mois, quelques années, mais à partir du moment où les progrès sont perceptibles par ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Et je reprends mes deux exemples extrêmes. Bon, dans le monde qui est en train de connaître l'industrialisation, la reconnaissance de la réalité du droit syndical pour défendre les conditions de travail, ça c'est un objectif qui peut être réalisé très vite et qui changerait le statut. Moi je vis actuellement en Asie, je vois des gens qui travaillent tous les jours de la semaine et tous les jours du mois, sauf une journée. Leur congé payé, entre guillemets, qui ne l'est pas d'ailleurs, c'est une journée par mois. Et qui, même s'ils travaillent 45 heures par semaine, c'est une charge de travail qui est inhumaine, qui ne permet pas d'avoir une vie familiale, d'avoir une vie quelle qu'elle soit. Ça, c'est l'un des extrêmes dans une partie du monde. Et dans l'autre partie du monde, bon, quand je vois qu'il redevient difficile d'être soigné par un hôpital dans des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en France les services publics ne connaissent pas le minimum de ressources et que d'un autre côté on diminue les impôts de plus riches, je me dis qu'on vit dans un monde de fous et qu'il faut rétablir un certain nombre d'objectifs, les généraliser, mais qu'on peut parfaitement, avec... j'ai écrit il y a quelques
semaines un document dont je ne sais pas quel sera le succès, mais destiné à ce qui s'appelle encore aujourd'hui l'Internationale socialiste, qui est bien malade mais qui essaye de renaître, avec 6 objectifs prioritaires visant justement à améliorer la situation des moins favorisés du Sud et des moins favorisés du Nord. Après tout, on a commencé à parler dans la campagne des présidentielles de la notion de revenu minimum. Moi, j'appelais ça, quand j'avais 20 ans, le revenu minimum d'existence, chacun sa terminologie. L'idée est la même, que tout être humain ait de quoi vivre là où il se situe, dans le respect de sa dignité. Ce sont des objectifs que seuls les milliardaires ayant perdu le sens du réel peuvent refuser de partager, me semble-t-il. Nous venons de clore le premier volet de cette interview, consacré à des questions théoriques. Je vous propose de nous retrouver pour la seconde partie de l'interview, où nous discuterons des propositions que vous faites pour réguler la mondialisation.